Merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, comme me disait Alex tout de suite, c'est un vrai plaisir de voir du monde. La dernière conférence avec ce type de population, c'était le 12, j'ai une mémoire imbécile des dates, c'était le 12 mars 2020 et le 13, c'était le blackout complet. Donc merci au comité scientifique. Catherine, c'est la seule que je reconnais ici pour cette invitation. Un vrai plaisir. Si j'avais une chose à critiquer, c'est qu'il faut remettre ces slides une semaine à l'avance et je me situe parfaitement en fait dans la discussion qu'on a eue avec monsieur le juge Bic tout à l'heure, même avec Lise Langlois juste avant, même avec Alex tout de suite, parce qu'en bout de ligne, toutes nos questions en fait sont basées sur un optimisme ou sur un pessimisme. J'ai une tendance, alors peut-être parce que le droit est un office de réaction, à avoir une sorte de pessimiste, je ne sais pas, actif. Bernard Stiegler avait cette merveilleuse phrase qui disait: je suis ni optimiste, je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste, je suis revendicatif. Je pense que c'est un peu cette couleur-là que vous développez, mais effectivement, euh, un peu à la différence d'Alex, le constat de l'étude du numérique que je peux faire depuis une vingtaine d'années va un peu dans votre sens, monsieur, où je crains malheureusement que dans bien des situations, le numérique a accentué les inégalités et à certains égards la pauvreté. Mais je m'en vais, mais pas complètement de mon sujet, où en fait, je voulais vous poser presque deux questions. En fait, est-ce que le droit est capable de développer l'IA et de contrôler l'IA? Pourquoi je voulais vous poser ces deux questions-là dans cette interaction entre le droit et l'IA? Alors évidemment, je ne vais pas vous parler d'IA, il y a tellement de profondeur, pour prendre un terme de hockey, dans la conférencier de ces 3 jours. Mais par contre, toujours revenir aux fondamentaux et à quoi sert le droit. Et j'aime beaucoup me baser sur une autrice américaine, Claire Dalton, qui, euh, qui est une féministe de droit, qui a beaucoup travaillé sur des notions comme le contrat, la propriété au regard d'une approche féministe, et qui, selon elle, considère qu'il y a deux fonctions fondamentales au droit. D'une part, c'est un outil qui vise justement à favoriser le développement, notamment de certaines IA, et de l'autre, ben, c'est de contrer des intérêts, des pouvoirs qui sont à certains égards contradictoires. Et dans le propos d'Alex, il y avait un outil qu'on essaye de développer, et à certains égards, le droit pourrait aider à son développement, mais il y a aussi un rapport de force évident entre les compagnies qui, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, n'ont pas forcément envie de développer une conscience sociale et un développement de protection vis-à-vis de certaines populations. Donc, deux fonctions qui m'apparaissent très, très génériques et qui m'ont amené donc cette question sur le développement et sur le contrôle de l'air. En bout de ligne, je vais vous parler de justice, mais pas comme monsieur le juge, l'appareil judiciaire en tant que tel, mais une justice comme étant une notion plus globale qui, à certains égards, encore une fois, excusez-moi mon côté un peu chagrin, mais qui, en certains cas, par rapport au numérique, présente des situations un peu vacillantes ou un peu contestables. Et je voudrais faire état, en fait, d'une approche que l'on a développée dans le centre de recherche CRDP que je dirige depuis presque 8 ans et pour encore quelques semaines seulement, où on a considéré justement les enjeux face au changement de manière générale, et il y a évidemment en étant de conséquences au regard de 3 composantes. Si on veut une société plus juste, il faut d'une part reconsidérer ou revisiter, réétudier certaines valeurs fondamentales, regarder aussi la place des institutions qui sont susceptibles de contrôler ces valeurs, et en bout de ligne, regarder comment, avec quel outil, quelles normes juridiques, j'utilise à dessein le terme de normes et non pas de loi, dans la mesure où je pense pour un sujet comme l'IA, il faut avoir une vision assez globale de comment on peut tenter de réguler ces actions. Et donc, c'est au regard de ces 3 composantes que je voudrais structurer mon propos. 3 composantes qui, à mon avis, par rapport à l'IA, concrètement dans l'IA, exigent un certain nombre d'améliorations. Si justement on veut pas, c'est une justice un peu vacillante et qui, à mon avis, est encore un petit peu adolescente, ce qui n'est pas dans la normalité des choses, dans la mesure, eu égard à la vitesse d'expansion que l'IA, enfin, que nous pouvons constater en ce moment. Donc, sur les valeurs, très, très rapidement, Lise Langlois en a parlé tout à l'heure sur les valeurs éthiques qui doivent être développées, dont on parle beaucoup,
on est à Montréal, il y a eu la déclaration de Montréal qui, dès 2007 et après 2018, a proposé un certain nombre de principes. C'est une approche absolument nécessaire qu'il faut développer. Mais je crois que, encore une fois, dans le rapport entre éthique et droit, il y a sans doute une volonté de densifier, ces valeurs. Et dans le cadre d'un projet avec l'Obvia, on avait nous-mêmes, alors toute une gagne de juristes, c'était peut-être sans doute pas assez pluridisciplinaire. On a développé certains principes qui sont d'ailleurs assez connectés avec. On a basé ces principes en fait sur plus de 250 politiques à travers le monde en matière d'IA. Je ne vais pas vous les présenter ici, j'ai pas le temps, mais je voudrais juste identifier le fait, et à mon avis c'est peut-être l'un des gros problèmes que l'on a actuellement, c'est que ces principes éthiques pour l'instant ne se retrouvent pas dans les lois. Et au contraire, depuis les années 2000, on voit un système d'exonération en termes de responsabilité de la part de tous les acteurs du numérique. On a développé des lois aux États-Unis, au Canada, en Europe, qui visent à déresponsabiliser. Alors, on prétend même que c'est comme ça que les GAFAM se sont développés, parce qu'elles avaient, et elles n'ont d'ailleurs que très peu de reddition de comptes dans les lois elles-mêmes. Alors, il y a un rattrapage qui commence à se faire. On commence à voir certaines sanctions contre les grands de ce monde, mais c'est basé sur un système juridique d'exonération. On a changé il y a quelques années par exemple, les relations entre Mexique, Canada et États-Unis, et on a un chapitre sur le numérique qui exonère de manière éhontée les acteurs du numérique. Je vous parle de ça de manière éhontée parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la responsabilité n'a cessé de s'accroître. Je suis responsable de mes enfants, de mon chien, de mon voisin. On est responsable de plus en plus de choses et on constate au contraire un phénomène qui tend un peu à s'aplatir, mais qui a encore une fois, eu tendance à déresponsabiliser les grands de ce monde. Donc, on n'aura pas le choix que de développer cette hausse de responsabilité si l'on veut justement arriver au développement, comme disait Alex juste avant, si on veut développer à des projets plus basés sur l'intérêt public. Je crois aussi que ces valeurs éthiques, elles exigent, elles demandent à être à bien des égards un peu consolidées dans la mesure, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, avec des chercheurs, on a développé certains principes. Il y a 200 à 310 ans de politique dans le monde, donc il y a une multitude de règles éthiques qui s'appliquent. Et à bien des égards, même s'il y a des lieux communs, Lise Langlois l'a dit, il y a aussi quelques variations qu'il importe de préciser. Il y a aussi beaucoup de doutes aussi, et je n'ai pas eu le temps de vous poser la question, monsieur le juge Bic, tout à l'heure, mais ces normes informelles, comme les principes de l'UNESCO, ce serait toujours intéressant de savoir, en fait, parce que c'est du droit mou, un philosophe français que j'aime beaucoup, Grégoire Chamaillou, évoquait, ce n'était pas du soft law, c'est du law, c'est du droit qui est très aussi peu impliquant très, très souvent, qui n'est pas très exigeant. Donc, il y a des doutes aussi, il y a une nécessité de densifier ces principes et de les traduire, encore une fois, dans des règles qui sont susceptibles de sanctions. Un autre doute aussi que, à certains égards, je traduis dans certains de mes travaux, c'est par rapport à la notion d'innovation, qui est une notion très à la mode, et je crois simplement, et peut-être c'est fait, encore une fois, c'est lié à mon état de juriste, d'avocat ou de prof de droit, c'est que le droit est une science de réaction par essence. On fonctionne en regardant en arrière. On a eu une loi qui a été passée dans le passé, on regarde une jurisprudence qui a été dans le passé, donc il y a peut-être un caractère conservateur inhérent à mon domaine, mais par rapport à l'innovation, je pense que c'est important aussi de faire une distinction entre le bon grain et l'ivré. Il y a des projets d'innovation, à mon avis, il y a des projets en IA qui sont tout à fait nécessaires. Il y en a d'autres où les avantages sont moindres que les inconvénients. Faire une IA, comme je l'ai vu, je pense c'était en Angleterre, faire la reconnaissance faciale pour rentrer dans une discothèque, parce que j'ai passé l'âge, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée, dans la mesure où l'utilisation des données doivent remplir en bout de ligne une sorte de justification sociale. Et c'est pour ça que avec mes collègues, je peux y citer Karim Biniclef, Pierre-Luc Desiel, Céline Casté-Renard, on avait développé cette notion de justification sociale parce qu'en en fait, il faut une réponse collective à un projet. Il faut s'assurer qu'un projet puisse avoir un intérêt supérieur aux parties en cause. Et ce principe de justification sociale, d'ailleurs, est un principe constitutionnel au Canada qui a été reconnu par la Cour suprême dans certaines décisions
notamment depuis le début des années 80. Sur les institutions aussi, donc des choses à améliorer pour traduire ce lien éthique et droit, choses à améliorer aussi par rapport aux institutions. Là aussi, j'aurais deux petits caveats, deux petits défauts, à mon avis, par rapport au lien institutionnel, de pathologie. C'est que d'une part, même si, encore une fois, des activités comme celle-là, même s'il y a du financement public qui vient sur les questions d'IA, la première chose que je constate, c'est un relatif retrait de l'État pour contrôler le numérique. J'ai parlé des lois tout à l'heure qui sont insuffisantes, mais de manière générale, nos institutions de contrôle, nos chiens de garde, que ce soit dans le domaine de la vie privée, que ce soit dans le domaine de la concurrence, que ce soit dans le domaine de la consommation, qui tous sont susceptibles d'avoir un impact en matière d'IA, sont un peu édentés, ne disposent pas de ressources considérables. Et je voudrais juste vous donner un exemple presque il y a 2 ans, jour pour jour, l'équipe du MINA avait développé une application pour du traçage de la Covid. Je n'ai aucune capacité de dire si ça fonctionne ou pas. Je ne sais pas ma compétence. Les expériences dans le monde semblent dire que ça n'a pas très bien fonctionné. Mais ce qui m'avait choqué dans ce projet-là, c'est les carences institutionnelles à donner une réponse rapide aux chercheurs qui ont développé ça. En France, la CNIL, entre le 2 mai et le 28 mai 2020, avait remis 3 référés pour dire oui, c'est correct, mais changez ceci, oui, c'est correct, mais changez cela. 3 référés. Dans notre cas, nos institutions, comme la CAI, comme le CEST, n'ont pas la capacité à donner une réponse, n'ont pas la capacité institutionnelle. Donc moi, plus que le projet en tant que tel, c'est la carence institutionnelle de l'État québécois, et l'État canadien aussi, c'est la même chose, à donner une réponse pour, dans la mesure où il y avait une grosse question de confiance sur cet élément-là, pour donner une réponse à des chercheurs qui présentent un outil pour tenter d'endiguer la pandémie. Pour ceux qui étaient au Québec, il y a quelques jours, la présidente de la Commission d'accès à l'information, qui est l'équivalent de la CNIL en France, l'organisme qui protège la vie privée, dit « On a une nouvelle loi depuis septembre dernier, super, mais on n'a aucune ressource supplémentaire pour pouvoir appliquer la loi. » La loi est sévère, on a voulu copier-coller le RGPD européen parce que ça fait chic, mais on n'a pas les capacités de donner une réponse effective à de telles règles. Donc, retrait de l'État, retrait aussi, et ça, ce n'est pas une carence uniquement canadienne, mais dans la mesure où l'État est basé en silo. Si on prend le cas canadien, il y a une construction institutionnelle qui est basée sur la Constitution de 1867, une période où Internet était encore un peu balbutiant. Et du fait de cette structure, et puis je m'excuse d'utiliser des acronymes, mais vous avez déjà la distinction très canadienne entre provincial et fédéral. Au provincial, vous avez de chaque côté un organisme pour la vie privée, un organisme pour la concurrence, un organisme pour la consommation, un organisme, j'en cite d'autres, pour le CRTC, pour la communication, etc., etc. Toutes des instances qui ont une capacité de réguler les activités en lien à l'IA. Et le problème, ça exige, et ils le font quand même en certains cas assez bien, ce qu'on appelle un fédéralisme coopératif, où ces instances, en dépit de toute structure institutionnelle prévue pour ça, collaborent un petit peu en disant toi tu vas là-dessus, toi tu vas sur cet aspect-là, ou des fois font des déclarations communes. On l'a vu récemment sur une compagnie, Clearview, qui utilisait à grande échelle de la reconnaissance faciale. Mais on a une structure institutionnelle, encore une fois, qui date d'un autre siècle, et en l'occurrence, qui n'était même pas le 20e. Mon dernier point, enfin, qui demande, je pense, à être consolidé, c'est les questions de normes. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut aller au-delà de la loi, même si la loi est nécessaire. Et je voudrais juste vous donner un exemple. On a changé, on a copié-collé avec des adaptations du fait de nos différences culturelles, mais on a copié-collé le système européen. Et par exemple, dans cette nouvelle loi, on a une disposition sur l'anonymisation des données. Je vous ai juste reproduit, c'est peut-être pas très lisible, mais l'article sur l'anonymisation des données, je vous l'ai mis ici en intégralité. On a une définition très sommaire de ce qui est anonyme ce qui permet de ne pas reconnaître, mais surtout, c'est le deuxième alinéa qui est le plus important. On dit des données anonymisées doivent suivre les meilleures pratiques ou un règlement. Règlement, je suis prêt à parier quelques dizaines de dollars, il n'y en aura pas avant la mise en application de cette règle qui est en 2024.
Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un système de beauté en touche. Qu'est-ce que j'entends par beauté en touche? C'est qu'on a des normes étatiques très générales qui réfèrent à des normes communautaires, des normes informelles, qui elles-mêmes vont dire il va falloir qu'on documente nos manières de faire. Donc on a un millefeuille normatif qui constitue ce beauté en touche et qui n'est pas neutre aussi, qui correspond un petit peu à ce désengagement de l'État qui est, à mon avis, assez préjudiciable. Ce beauté en touche aussi, à certains égards, est un peu occulte et on a quelques jurisprudences, par exemple, qui vous disent, il y a un jugement notamment de l'Alberta en 2019 où on essaye de savoir comment un système bancaire a fonctionné. Donc on lui dit ouvre-moi le capot, montre-moi ce qu'il y a là-dessous, et le juge de la Cour supérieure dans ce cas-ci va dire ah ouais mais il y a du secret commercial. Donc je te donne un petit peu mais je peux pas aller jusque trop loin parce que sinon je vais aller à l'encontre des intérêts commerciaux. Donc même la justice même, encore une fois je vous parle d'une seule jurisprudence, mais elle est pas occulte. Donc, besoin d'aller dans les normes internes et communautaires pour savoir comment ça se passe. Deuxième exemple que vous connaissez tous, c'est assez rare au Canada, mais ça existe dans plus de une vingtaine d'États aux États-Unis. Vous avez des logiciels qui vous permettent de mesurer la dangerosité de prévenus. Donc, des personnes qui sont en détention provisoire, on appuie sur un bouton et on vous dit « ouïe, 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 faites attention, il est dangereux ». Et ces outils-là, dans certains cas, les normes internes sont accessibles à certaines personnes. Dans d'autres, secret commercial, il est impossible d'aller voir comment ça fonctionne. Donc, il y a ce système, encore une fois, de millefeuille, n'est pas neutre, présente des problèmes en termes de transparence. Et ce qui est paradoxal là-dedans, c'est qu'on est obligé d'utiliser ce système. C'est le moyen de répondre à la complexité du système. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre à terre. Je crois qu'on n'a pas le choix d'avoir des lois qui sont par essence générales et permanentes, qui arrivent avec des principes généraux, qui réfèrent à des normes techniques, qui ensuite réfèrent à des normes techniques, donc, à des normes internes. Mais donc c'est nécessaire, mais c'est pas encore assez maîtrisé. J'en arrive à ma conclusion. Je déteste les conclusions, mais là, contrairement à d'autres fois, elle est un petit peu plus longue que d'habitude, si je suis encore dans les temps, j'espère. C'est que face au neuf, je pense, relativement aux 3 points qui ont structuré mon propos, je pense qu'il y a des améliorations et s'il y avait une tentative pardon, d'uniformiser la manière de faire, je pense que c'est important au niveau de ces 3 moyens, enfin de ces 3 composantes de la justice qui restent à améliorer, il faut introduire du collectif. Il faut introduire le collectif. Quand je parle des valeurs, je sais que dans beaucoup des codes que l'on a étudiés, il y a toujours l'autonomie, il y a le consentement. Le consentement, c'est le meilleur moyen de faire, en fait, d'aller à l'encontre des intérêts des outils, des usagers. Parce que personne ne lit ces foutus contrats. Parce que personne ne comprend ces foutus contrats. C'est compliqué et ma mère va pas être capable de comprendre. On a au Québec presque 40% d'inalphabétisme fonctionnel. Et la politique Facebook a un niveau de complexité qui est à peu près égal à la critique de la raison pure de Kant. Il faut arrêter de croire que le consentement va sauver et va protéger les gens. Donc au contraire, il faut des réponses collectives et c'est pour ça que je mettais d'avant le critère de justification sociale qui est une réponse collective à l'utilisation d'un propos. Sur les institutions, c'est facile, introduire du collectif. Je pense que, encore une fois, l'État, on l'a vu pour la commission d'accès à l'information, on ne veut pas investir trop d'argent là-dedans. Je crois que c'est important malgré tout de trouver des nouveaux modes de fonctionnement. Les institutions peuvent effectivement devoir trancher dans certains cas, mais doivent jouer aussi un rôle d'animation normative, identifier les bonnes normes, parce qu'actuellement, il y en a énormément, notamment des normes techniques. Et enfin, sur les questions des normes, hier soir, j'étais avec Lise Langlois, que vous avez vu tout à l'heure, et d'autres acteurs, où, avec un étudiant de maîtrise, on a proposé un modèle d'IA. Donc, en matière de normes individuelles, de normes internes au sein d'une entreprise, par exemple, on a développé un modèle qui est un document martyr, qui est disponible sur le site de Machère. C'est un document que l'on veut proposer au dialogue. Au dialogue parce que, encore une fois, il n'y a aucun modèle. Tout se fait en catimini par les firmes d'avocats, etc. Et on a besoin, je dirais, d'avoir une structuration des manières de faire qui s'opère aux 3 étages de normativité que j'ai présenté un peu plus tôt.
Alors voilà, ça reste un sujet fascinant et puis j'espère pouvoir bénéficier de vos lumières là, dans les commentaires aux questions que vous voudriez bien me poser. Merci beaucoup, Monsieur Vincent Gautret. Nous avons, allez, 3-4 minutes pour quelques questions, commentaires. Juste sur ce dernier point du consentement, qui est quelque chose de fondamental, et évidemment en biomédecine, c'est quelque chose auquel on est confronté en permanence et qui pose les mêmes problèmes, parce que à quoi consentons aujourd'hui par rapport au big data, par rapport à la réutilisation des cellules souches, par rapport à la génétique. Donc il faut migrer d'un consentement individuel qui porte en lui-même ces problèmes d'illittératie à un consentement à une gouvernance, et donc mettre en place des tiers de confiance. Et c'est comme ça qu'on respecte à la fois la possibilité pour les individus de donner un consentement, mais en même temps qu'il y ait une instance tierce de médiation qui soit réellement en charge de contrôler et de faire que des compagnies comme Facebook, mais c'est vrai aussi par rapport à d'autres éléments dans le domaine de la santé, abusent d'un consentement qui devient abscon et qui est essentiellement fait pour les protéger eux et pas pour protéger les individus. Il y a un inversement. Le seul commentaire que je donnerai, moi j'origine du domaine du droit commercial, j'ai fait ma thèse sur le contrat numérique. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre le domaine de la santé et le domaine du commerce. La notion d'ordre public n'est pas la même, ce qui fait que le consentement, sans doute, mon propos est un peu exagéré pour faire le show et devrait peut-être un peu atténué dans le domaine où je pense que, souvent les décisions étant tellement importantes, il y a un effort qui est pris par le soignant pour expliquer ce qui se passe. Jusqu'à un certain degré, surtout en matière d'IA, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais je sais pas, pour le consentement aux soins, c'est facile d'expliquer. Enfin, c'est facile. Je dirais l'intérêt de bien expliquer à la personne est beaucoup plus important que quand on décide d'être membre Facebook ou non. Donc je pense qu'il y a une notion d'ordre public qui fait que la distinction est fondamentale entre le domaine de la santé et le domaine du commerce. Mais même à ça, même dans le domaine de la santé, j'ai la chance de ne pas l'avoir trop consulté à part les naissances, mais même dans le domaine, on consent systématiquement, effectivement, pour protéger l'institution et ne pas pour informer. Donc il y a une mesure, mais qui est variable dépendamment des situations. Alors, je voulais vous remercier de votre exposé. J'avais la même remarque sur le consentement, mais je vais peut-être la formuler de façon un tout petit peu différente. Alors, première chose, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, le domaine de la santé, ça n'est pas le même que celui du commerce, et a fortiori pas le même que celui du numérique. Et on a souvent transposé un certain nombre de notions, comme l'autonomie par exemple, de la santé dans le numérique, ce qui pose des problèmes. Et les CGU, les conditions générales d'utilisation, je pense, en sont vraiment une bonne illustration. Et ce que je trouve très intéressant là, ce qui va dans le sens de votre propos, c'est qu'il y a une tension entre, d'un côté, donc les CGE qui sont extrêmement difficiles à comprendre, et la notion de responsabilité, puisque en réalité, en signant les conditions générales d'utilisation, ce que l'on fait, c'est qu'on déresponsabilise l'industriel et on rend l'utilisateur responsable. Et là, je crois qu'il y a vraiment des questions très intéressantes, me semble-t-il, du point de vue à la fois éthique et juridique. Et puis, je voulais terminer par un autre point qui est une question sur la notion de norme. Il me semble que quand on lit, entre autres, Michel Foucault, il explique que, justement, les normes, c'est ce qui échappe à la souveraineté, ce qui échappe à la loi, justement, parce que ce sont des parties prenantes qui vont ensemble constituer des normes qui ne pourront plus être remises en question. Est-ce que vous pourriez me donner votre sentiment sur ce dernier point ? J'aime beaucoup votre dernière question, mais je vais aller dans l'ordre. Sur votre première question, il y a une vraie réponse juridique qui est que dans le Code civil du Québec, et c'est la même chose dans presque tous les... C'est exéré dans le Uniform Commercial Code aux États-Unis, dans le Code civil français, il y a des moyens de correction pour dire qu'un contrat est abusif ou autrement illégal.
Et ce qui est étonnant, si je prends le cas du Canada, il y a eu très peu de corrections qui ont été faites par les juges. Il y a eu une grosse décision en commerce électronique traitée par la Cour suprême en 2007, et la Cour suprême, alors que la Cour d'appel l'avait fait, suite à un contrat d'1 kilomètre de long, la Cour suprême a dit « toute l'information est là, le consommateur savait ». Ça a été un peu atténué dans une décision plus récente en 2017, mais on n'a pas une remise en cause complète de cette cause-là. Donc, pour l'instant, la justice au Québec et au Canada n'a pas joué son rôle qu'elle joue dans d'autres domaines, c'est-à-dire la correction en déterminant le caractère abusif d'une clause. Donc, on a un contrat. Ce qu'ont fait beaucoup mieux les Français, par exemple, qu'ils ont considéré que le contrat de, je sais plus, quel fournisseur d'accès à Internet était 35 des 50 articles ont été jugés abusifs. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on développe la jurisprudence. On est très axé sur la jurisprudence au Canada. Je dirais, joue un rôle plus actif pour dire il n'y avait aucune incapacité véritable à la personne de connaître le contenu contractuel du contenu. Ça, c'est votre première question sur le consentement. Et je m'excuse de donner une question plus technique, juridique, mais la deuxième question que j'aime beaucoup, sur l'apport à la norme. Puis je ne vais pas rentrer dans Foucault, mais je vais citer un sociologue qui est très cher à mon centre de recherche, Guy Rocher, qui est le plus grand sociologue du droit au Québec et qui a eu 98 ans et qu'on va fêter le 26 mai prochain. Guy Rocher, comparant le système français et le système canadien, disait le système, et il parlait du Québec, il disait, qui est très nord-américain à cet égard-là, a une vision de la démocratie qui est moins verticale que le système européen. Où effectivement, je crois que dans le système continental européen, vous avez des lois qui sont appliquées et il y a un côté très vertical, alors que nous, il y a une tolérance sans doute plus grande à ce système un petit peu coopératif entre différents niveaux. Et ça, c'est tout le débat depuis le début d'Internet, depuis qu'on s'intéresse, entre le système de co-régulation, où l'État a un rôle actif, et le système d'autorégulation, où l'État a un rôle plus ou moins actif. Et sans trancher pour l'un ou pour l'autre, parce que les définitions sont variables dépendamment des auteurs, mais je crois qu'il y a une différence culturelle entre l'Amérique, auquel, en dépit de notre langue commune, fait partie le Québec, versus l'approche nord-américaine. Merci beaucoup, Monsieur Vincent Gautret. Et désolé, car en fait, Monsieur Vincent Gautret n'était pas le dernier obstacle avant le déjeuner, c'était moi. Mais je vais faire vite, ça va être très rapide puisque c'est la synthèse. Alors, justement, le droit est-il capable de développer l'IA et de contrôler l'IA ? Alors, au risque d'osciller là encore entre pessimisme et optimisme, je dirais probablement oui et non. À la fin, en tout cas, de ce que a pu nous dire M. Vincent Gautret. En fait, ce serait plutôt oui, mais il faut améliorer pas mal de choses. Probablement, il faut améliorer à la fois les valeurs, enfin, tenter des améliorations sur les valeurs en particulier, l'éthique et l'IA, puisque il y a beaucoup de principes éthiques, une multitude de principes éthiques, en tout cas de chartes et de déclarations qui ont été notamment portés par des acteurs privés ou publics ou hybrides. Et puis, en plus de ça, toutes ces valeurs ne se retrouvent pas forcément aujourd'hui dans le droit, que ce soit le droit mou ou le droit dur, enfin probablement un peu plus le droit mou. Probablement la solution serait d'aller trouver une réponse collective à ce problème, notamment puisqu'il faut une justification sociale, ce que nous disait en tout cas M. Gautret. Et puis, une des solutions autres, peut-être, serait-ce bien d'arrêter de croire que le consentement est la solution, en tout cas ça dépend des domaines, et développer donc les réponses collectives et probablement aussi sur le terrain de la jurisprudence. Ensuite, on a parlé des institutions, là où aussi il y a besoin d'améliorer pas mal de choses pour permettre ce développement de l'IA, où il faut aller probablement au-delà de la loi
Et en même temps, on est obligé d'utiliser ce système, mais ça veut dire aussi d'utiliser, comme on a pu le voir aussi dans les discussions rapides à la fin, utiliser justement la tolérance du système, en tout cas québécois, à la coopération, et peut-être faire avec de cette manière. Et puis la dernière chose, eh bien, ce sont... le dernier point, ce serait d'améliorer la question des normes. Et pardon, c'est là qu'il faut aller au-delà de la loi, c'est dans cette question des normes. Et puis, je vous inviterai donc, pour terminer, eh bien, à aller regarder le document sur la chaire de Monsieur Vincent Gautret pour tenter et regarder les meilleures solutions possibles.